Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur le CAF Rentable, le podcast de finance le plus régulier. Ici, on parle de bourse, de finance et de business chaque lundi matin à 8 heures et toujours ça accompagné d'un bon café. Moi, c'est Jean de la chaîne J'invest et je suis avec Hugo de la chaîne IQ Invest. Salut Hugo, comment tu vas toi? Bah écoute, très bien en cette nouvelle année. Bonne année à tous d'ailleurs, parce que c'est le premier podcast que nous on tourne en 2025. Ce sera pas le premier podcast de 2025, mais le premier qu'on tourne. Donc lui, il sortira le 13 janvier. Et voilà, du coup, il y a pas mal de choses à dire sur tout Ouais, ça. on va vous en parler dans l'introduction, mais voilà, très bonne année à vous, plein de bonnes choses, réussite et santé, le reste on l'achètera comme on dit. Exactement. Donc aussi sinon moi aussi ça va plutôt pas mal. Il fait -4 degrés ici en région parisienne, donc un peu fraîchement. Et vous, chers auditeurs, comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé de bonnes fêtes avec vos familles et vos proches? Alors avant de commencer, un petit rappel, hein, Fountain App, je pense que vous connaissez un peu, mais c'est l'application qui vous permet de gagner du Bitcoin en nous écoutant et de nous en envoyer en remerciement. Et n'oubliez pas de nous laisser des notes 5 étoiles sur les plateformes de podcast, et ça nous aide beaucoup. Tout à fait. Et avant de commencer, c'est vrai qu'on le fait pas souvent, mais ça fait pas mal, ça fait pas de mal de le rappeler que ce podcast est destiné uniquement à des fins éducatives. Nous ne sommes en aucun cas tous les deux des professionnels de la finance et en aucun cas ce podcast ne sera un conseil en investissement. Vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements. Et sur ce, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Jean? Eh bien écoutez, aujourd'hui ça fait longtemps qu'on n'a pas présenté d'investisseur, ça remonte au LCR 015, donc celui qu'on avait fait sur Bill Ackman, qu'on avait Ouais. présenté l'investisseur, donc un investisseur value. Alors il a fait des positions short, etc., mais c'était plutôt axé investisseur dans la valeur. Et aujourd'hui, on va faire un investisseur qui est dans le quality, donc un peu notre domaine de prédilection en gros. Tout Et à c'est fait. Et toi, d'ailleurs, je dois dire que Hugo. j'ai été, enfin, on aura l'occasion de revenir dessus, mais c'est, je pense, Ouais. l'investisseur, pour l'instant, le plus proche de nos styles d'investissement qu'on ait pu analyser. C'est clair, c'est clair. Donc, vous allez voir que ça va être plutôt intéressant. On va parler un peu de son histoire, de son portefeuille, on va parler de sa stratégie, et on va vous donner des conseils pour essayer de faire comme lui, parce que nous aussi, il nous a bien servi, il nous a donné pas mal de conseils. Il y a eu plusieurs podcasts américains qui ont été faits à ce sujet d'ailleurs, où il est intervenant, et c'est vraiment très très intéressant de l'écouter. Mais vu que c'est en américain, c'est un peu chiant, on est d'accord. Donc nous, on va essayer de faire la synthèse de tout ça et de voir toutes les bonnes choses à savoir pour améliorer notre stratégie en bourse. Tout à fait. Et donc, il s'agit de Dev Kantessaria. Donc, pour ceux qui connaissent Dev Kantessaria, vous savez que c'est le gestionnaire de fonds de Valley Forge Capital. Donc, c'est un investisseur quality qu'on va présenter. En sachant que c'est un investisseur qui est assez secret, hein, contrairement à Bill Ackman qui fait plein d'interviews, qui est assez public, qui passe souvent sur les plateaux télé. Dev Kantessaria, c'est plus compliqué de trouver des informations sur lui. Et en général, les informations qu'on va trouver, ça va être vraiment des informations spécialisées dans des podcasts de finance en règle générale. Il n'a pas de page Wikipédia, par exemple, contrairement à Bill Ackman. Et donc du coup, juste avant d'attaquer le vif du sujet, un petit update sur 2 points, parce qu'on a enfin dépassé les 1000 abonnés au mois de décembre. Et donc il y a 2 choses qui vont arriver pour fêter les 1000 abonnés. Déjà, on vous remercie. Je pense Ouais, que... merci beaucoup, c'est très sympa. Et en plus, on Merci a pour... beaucoup de ouais, retours encore, hein. Vos tout retours à ne, fait. ne s'arrêtent pas, donc c'est très sympa. C'est très sympa. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité, surtout parce que vous êtes très nombreux à nous écouter régulièrement toutes les semaines. Donc ça fait plaisir, preuve que le contenu vous plaît a priori, donc on va continuer. Et dans tous les cas, même si ça vous plaisait pas, on continuerait quand même. Mais du coup, donc les 2 updates, premier point, donc la FAQ des 1000 abonnés
qui va arriver. Donc nous, on tourne ce podcast le 4 janvier, petite info, et on va tourner la FAQ le 11, et ce podcast, celui-ci sortira le 13. Donc il sortira après le tournage de la FAQ. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que la FAQ du coup sortira le 20 janvier et que on aura déjà récolté les questions sur nos réseaux Instagram respectifs. Mais le deuxième update extrêmement important, c'est la rencontre abonnée. Est-ce que tu veux nous en parler un peu, Jean? Ouais, bah écoutez, ce qu'on avait dit avec Hugo, ça fait longtemps qu'on en parle, c'est quand on aura les 1000 abonnés, bon en gros c'est pas pour avoir le nombre 1000 abonnés, mais quand la communauté aura assez grandi, c'est qu'on se fasse une rencontre, tous ensemble. Alors on ne va pas être sur du meeting à la Berkshire Hathaway, on est d'accord. Mais voilà, c'est histoire de rencontrer un peu notre communauté, qu'on se rencontre un peu tous ensemble, qu'on parle de nos stratégies d'investissement, parce que je pense que certains, qui nous écoutent ont, des avis bien tranchés en bourse, qui peuvent être différents des nôtres. Et voilà, bah, je trouve que, c'est un podcast de finance, de business, donc pourquoi pas en parler en direct. Nous, c'est vrai qu'on en parle beaucoup avec Hugo, même, hors podcast. Mais voilà, enfin, on reçoit beaucoup de mails, beaucoup de commentaires sur le podcast ou même sur nos chaînes privées. Donc j'investis avec Invest. Et forcément, bah, c'est le moment d'en parler en vrai avec vous. Moi, j'ai déjà rencontré 3 abonnés. Enfin, on s'est croisés sur Paris, donc c'était génial. Parce que bon, bah, c'est plutôt marrant. D'ailleurs, je les salue. Et on avait fait une rencontre abonnée vraiment pour ta chaîne perso à Brive. Et on avait rencontré bah, notamment quelqu'un qui était super intéressant, dont on salue. Et voilà, bah, on s'est dit, bah, Brive, c'est pas, comment dire ça? C'est un peu plus loin de tout. Paris, ça reste Paris, donc techniquement, il y aura plus de monde en région parisienne. Et vous avez été quand même pas mal à nous demander, voilà, à quand une rencontre sur Paris. Donc, on va vous envoyer toutes les informations. On ne sait pas trop comment on va faire encore pour vous partager ça, mais sachez que le premier vendredi de février, il y aura une rencontre Le abonnée du dernier de CAC janvier, du 40. coup, très Ah, le dernier techniquement, ça sera janvier. le 31 janvier. Ouais, le Ah, ok, vendredi donc 31 janvier au soir, tout simplement, parce que moi, le premier week-end de février, donc je serai sur Paris. Donc on s'était dit avec Jean le vendredi soir, c'est peut-être plus simple que le samedi soir, il y aura sûrement plus de gens dispo un vendredi soir qu'un samedi soir. Donc le vendredi soir, le 31, on va communiquer en plus de ce podcast, bien évidemment, sur les réseaux, notamment sur Instagram, mais aussi sur les chaînes YouTube. On va faire des petits posts sur les chaînes YouTube. Et on va essayer de faire ça proprement, c'est-à-dire de faire un événement. Moi, je suis encore en train de tester des solutions qui permettent de créer des événements, comme ça on a les réservations propres pour tout le monde. Donc il n'y a pas de ticket rentrée, hein, c'est 100% gratuit pour s'inscrire à la rencontre abonnée. Nous de notre côté, on va essayer de trouver un bar sympa dans Paris, donc ça sera probablement dans le centre de Paris, proche de Châtelet, pour que tout le monde puisse y accéder de manière relativement facilement en transport. Donc voilà, proche de Châtelet, donc autour du premier, deuxième arrondissement dans Paris. Et voilà, ce sera dans un bar, et puis ça sera l'occasion de prendre une bière ou un verre de vin, ou ce que vous voulez, tous ensemble. c'est clair. Donc voilà, Voilà. bah, j'espère que vous serez là. J'espère qu'en commentaire, vous allez nous dire déjà si d'ores et déjà bah, vous allez être de la partie ou pas. En tout cas, nous, ça sera avec un très très grand plaisir qu'on vous rencontrera et qu'on pourra papoter ensemble de tout ça. Tout à fait. Bah maintenant que les annonces sont faites, on va pouvoir attaquer le vif du sujet. Ouais, bah écoute, j'aimerais bien commencer déjà parce que alors moi, Dave Kantesaria, je le connaissais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc bah déjà, explique-nous comment tu l'as connu, s'il te plaît, Hugo, parce que comme ça, s'il y en a qui Ouais. veulent bah, en apprendre toujours plus, et ben euh, vous pourrez. Tout à fait. Bah alors moi, je l'ai connu via un abonné qui m'en a parlé sur Instagram, parce que tu sais, sur Instagram, des fois, je fais des posts où je mets la répartition des portefeuilles de certains investisseurs. Et quand j'avais fait un investisseur, je sais plus lequel, il y en a un qui m'avait dit, un abonné qui m'avait dit en commentaire, ouais, tu devrais regarder Dev Kantesaria et Altarock Partners.
Je crois que c'était les deux qu'il m'avait donné. Et donc du coup, par curiosité, je suis allé voir et j'ai trouvé son portefeuille vachement intéressant en fait, parce que on a beaucoup, beaucoup de positions en commun. Il a 8 lignes dans le portefeuille et sur les 8, j'en ai 6 en commun avec le portefeuille donc, de Valley Forge Capital. Donc forcément des convictions en commun, un style d'investissement en commun, et surtout ensuite donc il y a The Investors Podcast, donc TIP, le podcast We Study Billionnaire, qui a fait un épisode avec directement Dev Kantesaria. Donc nous malheureusement on ne l'a pas invité, on n'est pas encore au niveau de TIP, mais on va en parler. Et donc dans ce podcast, il décrit un peu sa stratégie et il parle de sa stratégie, sa philosophie d'investissement, les convictions qu'il a sur ses positions. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que je trouve que c'est un investisseur qui est extrêmement proche de personnellement mon style d'investissement. Et en fait, on fait quasiment la même chose, même plus proche pour le coup que long equity, parce que dernièrement, tu vois, il y a plein de décisions, compris long equity, sur lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, notamment des décisions de vente de certaines positions que je n'ai pas compris, par exemple la SML. Ah, par exemple, voilà, SML, on pourra en reparler dans ce podcast, mais Long Equity a, pour petit update, hein, Long Equity a revendu sa position à SML, tandis que Dev Kantesaria, lui, l'a acheté. Donc c'est intéressant de savoir pourquoi lui l'achète et pourquoi l'autre la vende, alors qu'ils ont tous les deux normalement une stratégie quality. Ouais. Et globalement, moi, ce que je reproche à Long Equity, c'est d'avoir trop de turnover dans le portefeuille. Je sais pas pourquoi ils vendent autant, pourquoi ils font autant de turnover. Ils ont pas cet aspect buy and hold que personnellement j'ai envie d'avoir pour mon portefeuille, tu vois. Alors que Dev Kantesaria, lui, il est vraiment dans le buy and hold. Il achète pas cher et il garde ensuite le plus longtemps possible. Et ça se ressent dans son portefeuille. On va pouvoir en parler. Absolument. Et voilà. On présente un peu son histoire, comme ça vous arrivez à vous situer à peu près ce qu'il a fait. Je Vas-y, commence, tu veux compléter? Ok. vas-y. Bon, déjà, Dev Kantesaria, il est indien. Alors, je sais pas pourquoi je t'ai mis, mais c'est intéressant de le savoir. Mais non, parce que tu vois, il y a pas mal de bons investisseurs en Inde, hein. Tu vois, Monish Pabrai, il y a Dev Kantesaria, il y en a d'autres aussi, mais Ah ouais, ils j'ai sont pas leur très nom. présents dans la tech aux États-Unis, Parce qu'il y les avait toute Indiens une que tu équipe regardes. indienne au bord de je sais plus qui. On avait présenté. C'était pas Damat. Si, Applied Materials, il y a pas mal d'Indiens effectivement au Ouais. board d'Applied Materials, pareil chez Google, chez Microsoft. Enfin, ils sont vraiment présents, très présents dans la tech et pas mal présents dans la finance aussi. Donc, Mm. surtout Donc, aux il a US en tout commencé cas. ses classes. Ouais. Alors, il a commencé ses classes à la Massachusetts Institute of Technology de MIT, 1991, MIT, voilà, absolument, de 1991 à 1994, puis il a fait ses classes à la Harvard Medical School entre 1994 et 1998. Bon, en gros, avant de toucher à l'argent, il voulait être docteur, d'après ce que je comprends. ouais, bah effectivement, il a toujours voulu devenir chirurgien apparemment depuis son enfance, Ok. mais il a abandonné en troisième année ses études de médecine. Ah, Eh ben. Donc après ses études, il devient senior associate chez McKinsey pendant deux Ouais, ans. Donc comment dire, c'est pas un auditeur, McKinsey, c'est cabinet de la conseil boîte de quoi. conseil. Ouais. Ouais, la boîte de conseil. Puis il va occuper des postes qui sont quand même importants chez TL Venture et Devon Park Bioventure. Donc ça, c'est du capital investissement. En gros, ils investissent dans des boîtes qui sont nos côtés. Ils les font grandir et soit ils font des OPA, soit ils les C'est revendent. ça. C'est de l'investissement dans Euh, les biotech early stage, quoi qu'il a fait, donc du venture capital comme on peut trouver dans les startups, mais pour des biotech, quoi. ok. Et il a fait ça jusqu'en 2007. Et donc cette année-là, il décide de fonder son fonds d'investissement, The Valley Forge Capital, qui est basé à Miami. C'est pas mal parce que tu as vu sur son site, on voit, sur le site de The Valley Forge Capital, on voit des petites photos de Miami, donc plutôt pas mal. Et aujourd'hui, donc 17 ans après, Dev Kantesaria est toujours le PDG et gestionnaire principal du portefeuille. À savoir que The Valley Forge Capital, c'est plus de 4,5 milliards de dollars d'encours sous gestion, donc ça fait quand même un, un beau. C'est pas non plus dans le haut du panier, mais ça reste quand même un haut euh, des encours sous gestion assez important quand même pour une société. Et j'ai vu qu'ils étaient même pas une dizaine, donc voilà. Ouais, ils sont 4 Ouais, ils sont quatre de pour ce gérer que tout j'ai eu ça. comme info, ouais.
Effectivement, on trouve pas beaucoup d'infos, hein, sur Dev Non. Kantesaria. Il y a pas de biographie, il y a pas de donc les infos sont assez éparses. Il faut les trouver. Mais apparemment, il était passionné aussi depuis l'âge de 8 ans par le business et les actions. Et il a forcément été influencé par Buffett et Munger, qui ont été ses deux grandes inspirations pour l'investissement en bourse. Donc, comme tu l'as dit, en 2007, il a fondé Valley Forge Capital, il l'a lancé avec 300 000 dollars d'encours sous gestion. Et donc, ils ont maintenant plus de 4,5 milliards. Et malgré cette croissance, donc, ils sont toujours 4 qui travaillent au sein du fonds. Et il y a seulement 2 personnes qui se chargent de l'analyse des entreprises, à savoir Dev et son partenaire Benjamin. Et également, on peut mentionner que Dev Kantesaria estime qu'il a un avantage compétitif comportemental, puisque selon Bill Miller, donc qui est un investisseur aussi américain, qui a fait aussi un podcast sur We Study Billionaires et sur Bitcoin Fundamentals, parce que Bill Miller, c'est aussi un énorme investisseur Bitcoin, mais il est très connu aux États-Unis. Et il a dit notamment qu'il existe 3 types d'avantages possibles en investissement. L'avantage comportemental, l'avantage informationnel, donc vous possédez une information que les autres n'ont pas, ou l'avantage en capacité de traitement, vous pouvez analyser des entreprises beaucoup plus rapidement que les autres, par exemple. Et Dev, lui, a toujours dit qu'il considère que son avantage est comportemental, notamment parce qu'il a une vision à long terme, il fait preuve d'une patience extrême, et il reste complètement émotionnellement détaché face aux fluctuations des prix de ces entreprises. Donc en gros, voilà, c'est un investisseur extrêmement long terme qui ne panique pas si une de ses positions chute alors qu'il a une grosse conviction dessus. Toi, Hugo, personnellement, ça serait laquelle par rapport à ces trois avantages? Alors là, moi j'estime potentiellement aussi le comportemental. Bah, je pense que l'information, tu me Faut... l'aurais partagée si tu en avais une. Ouais, voilà, l'information c'est clairement pas notre avantage parce qu'on n'a pas forcément d'informations privilégiées. Capacité de traitement, on n'a pas une équipe de 20 analystes qui bossent pour nous, donc le seul qu'on peut avoir c'est le comportemental, hein. Ouais, on est d'accord. Voilà, Ok. On commence à rentrer dans la stratégie de Dev Kantesaria et du coup de son fonds vas-y. d'investissement. Ok. Donc déjà, bah, si vous voulez plus d'informations, tout est disponible. Enfin, tout, pas en partie. Ça va être disponible sur valleyforgecapital.com où il va donc un peu exposer sa stratégie d'investissement qui est plutôt axée quality. Et vraiment, il va mettre en avant assez rapidement dans son site, hein, c'est je crois dans la première page, qui fait preuve de patience. Et il va donc, comme tu as dit, rester impassible face aux fluctuations du marché, que ce soit une récession, etc., ou, ou vraiment un marché assez inflationniste. Lui, il sait ce qu'il a en portefeuille et justement, ça le rassure. Il fait pas de court terme, donc il n'y a pas de trading, il n'y a pas de short, il y a pas de market timing, hein, il essaie pas de timer le marché. Il investit dans des boîtes de très haute qualité, à des niveaux de valorisation quand même assez intéressantes, mais on en reviendra juste après, et il les détient sur le long terme, à savoir que la détention minimale, c'est 5 ans. J'ai réussi à trouver ça. Il détient environ pendant 5 ans une société en portefeuille, donc c'est du long terme. Il a une stratégie qui est bottom up, donc de bas en haut, un peu en forme pyramidale donc, et c'est la stratégie notamment que opte Warren Buffett ou encore Peter Lynch, un investisseur que j'aime vraiment beaucoup, parce qu'ils vont se focaliser sur le business de l'entreprise et donc de sa Hmm. valeur intrinsèque sans trop accorder d'importance à son secteur et aux données macroéconomiques. En gros, ils vont vraiment aller à l'essentiel sans perdre de temps sur les éléments dont l'entreprise ne pourra rien y faire. C'est le principe de la macroéconomie, hein. La macroéconomie, c'est tout ce qui regroupe, voilà, comment dire, les taux directeurs de la BCE ou de la Fed. Comme quoi, bah, par exemple, en Chine, c'est compliqué pour le marché du luxe parce il y a une population qui n'achète plus. Ça, ce sont des données macroéconomiques et eux s'en foutent parce qu'ils partent du principe où si l'entreprise est exceptionnelle, et ben de toute façon, elle arrivera à surpasser ces périodes disgracieuses. Tout à fait. Et Donc voilà. d'ailleurs, petite parenthèse sur ce que tu as dit par rapport à la Chine.
Je pense que c'est extrêmement intéressant et je pense que 2025 va être une bonne année pour ça. Et pour tous ceux qui me disaient dans les commentaires qui pensaient que LVMH allait repartir en Chine en 2025, moi je suis prêt à parier ma main droite que ce ne sera pas le cas. Et même bien au contraire que les résultats d'LVMH vont continuer à dégringoler en Chine en 2025 et peut-être même après. Tout simplement, j'ai écouté un podcast dernièrement, alors je ne saurais pas te dire lequel c'est, mais il parlait de la Chine et je me demande si c'était pas le podcast, non, c'était pas le podcast avec Dave Cantesaria, mais bref, c'était sur TIP. Il parlait de la Chine et il disait justement que en Chine en ce moment il y a beaucoup de politiques de taxation des riches, de redistribution sociale, etc. Et qu'en fait le fait de posséder du luxe tape à l'œil, c'est devenu de plus en plus connoté négativement dans la culture chinoise, ce qui n'était pas du tout le cas il y a quelques années et que du coup, bah, les Chinois se détachent de plus en plus des marques de luxe comme Louis Vuitton par exemple, qui sont extrêmement tape à l'œil. Et c'est aussi pour ça que des marques comme Hermès continuent de performer en Chine, parce que c'est des marques qui sont beaucoup plus discrètes, euh, beaucoup plus, enfin, beaucoup moins m'as-tu vu, beaucoup moins nouveau riche que les marques d'LVMH. Donc personnellement, je ne prédis pas l'avenir, mais attendez-vous à ce que LVMH continue de sous-performer en Chine, ce qui forcément ne va pas la faire repartir de sitôt. Mais si elle redescend à des niveaux attractifs, tu pourrais re-rentrer dedans? Pas encore, ça Potentiellement. part en vrille, mais Mais moi, je t'ai dit, mon point d'entrée pour LVMH, c'est en dessous des 500. OK. Si je dois re-rentrer dessus. OK. Moi, personnellement, je la garde. Je suis pas prévu du tout de la revendre et par exemple, bah, voilà, si elle descend aux 550, 500, enfin non, 550, je sais qu'elle va les toucher assez vite, je pense. Elle vient de reperdre 4% hier. Ouais, je pense 450, on peut commencer à remettre des cartouches dessus. Ça sera intéressant de nous dire si vous l'avez en portefeuille LVMH et comment vous voyez l'avenir. D'ailleurs, il y a un super article, alors je l'ai vu sur Zone Bourse, mais en réalité, il vient de, je crois c'est Value, ah je sais plus. Mais du coup, c'est ah non, c'est UBS, UBS, la société de Hmm. courtage de mémoire ou une banque d'investissement, qui a sorti une note sur le marché du luxe, ce qu'ils prévoyaient. C'est pour ça que toutes les valeurs du luxe sont décrochées hier, parce que justement, ils annoncent comme quoi il n'y aura pas de reprise du luxe avant 2026, donc ça va être une année creuse pour 2025. Après, on est d'accord ils n'en savent rien, hein. Mais potentiellement, c'est comme ça que ça se profile. En tout cas, ça va pas être la panacée en 2025, ça c'est quasiment sûr pour le luxe. Donc c'est une note qui est assez intéressante à lire parce que enfin, ils vont parler de Kering, ils vont parler d'LVMH, de Hermès, etc. Donc toujours intéressant. Intéressez-vous à tous les secteurs de toute façon, comme Dev Cantesaria pourra nous l'expliquer dans le podcast. Euh, mais on en reparlera juste après. Tout à fait. Alors, retournons au podcast. Donc, Dev Cantesaria, sa stratégie, en fait, ah oui, d'ailleurs, juste pour parler de la macroéconomie, Peter Lynch disait, et ça me faisait rire, que si vous étudiez 10 minutes pendant 10 minutes sur de la macroéconomie, enfin, vous aurez perdu 8 minutes. Voilà. Donc vraiment, quand je vous dis que ce sont vraiment des investisseurs axés analyse micro, donc l'entreprise vraiment Hmm. axée à 100% sur l'entreprise, ils s'en foutent un peu de la macroéconomie parce que de toute façon on pourra rien y faire. Enfin l'entreprise pourra rien y faire. Donc, ils cherchent et investissent dans des entreprises avec des business models supérieurs. Donc, on est sur voilà, des potentiels avantages concurrentiels importants qui vont être capables de générer de la valeur sur une période de plusieurs années. Donc, là, pour le coup, ça va être, je pense qu'il va utiliser tout ce qui est linéarité, parce que la linéarité, ça permet de voir si, sur le long terme, in fine, l'entreprise a quand même dégagé pas mal de retours pour les investisseurs, et donc toujours avec cet esprit qui est long terme. Ils vont chercher aussi des entreprises avec une forte croissance organique, et ça c'est intéressant de le savoir parce que ils vont chercher donc des sociétés avec un business model fort, comme je le disais juste avant, et qui est scalable, comme disent les ricains, donc qui peuvent alors scalable, Mettre, je en gros, ça se traduit par mise à l'échelle, donc c'est le fait de pouvoir
Augmenter, en gros, vendre de plus en plus de produits sans forcément augmenter tes coûts de production, quoi. Voilà, ils vont partir Typiquement, d'un produit qu'ils vont voilà. pouvoir augmenter au fur et à mesure. Par exemple, Netflix, Mmh. ils augmentent toujours plus leur panier, et Voilà, à part les cetera, ou coûts de même leur serveurs, qui potentiellement coûtent, de plus en plus cher, la plateforme Netflix en soi peut accueillir, une quantité d'utilisateurs infinie à moindre coût, et c'est souvent les business models technologiques, ou de services, heu, qui sont, les plus scalables, quoi. absolument. Et comme IQ Invest. Effectivement, le modèle de vente de logiciels est extrêmement scalable, ouais. Et comment dire? Donc voilà, ils vont vraiment opter pour des sociétés avec une forte croissance organique. Donc des sociétés qui n'ont pas besoin de racheter d'autres sociétés pour croître, et donc parce que c'est, comment dire? La grande différence, hein, croissance organique, c'est la croissance en interne, tandis que la croissance en rachetant d'autres concurrents, en rachetant d'autres sociétés, va être, de la croissance externe. Donc ils préfèrent privilégier des sociétés qui ont un produit et qui peuvent, l'upgrader, je dis trop d'anglicismes aujourd'hui, mais qui peuvent, l'augmenter. L'améliorer Donc tout ça plutôt, avec ouais. l'améliorer, absolument. Parlons français. Donc toujours avec cet objectif, donc de choisir des machines à capitalisation. Il va en parler longtemps, notamment dans le podcast, donc des compounding, parce que même dans le livre de Long Equity, ils arrêtent pas d'en parler. Enfin voilà, des machines à capitalisation, donc capables de faire croître leur valeur intrinsèque dans le temps. Et ils vont vraiment, que ce soit Peter Lynch, Buffett et tout particulièrement Dave Kantesaria, faire un focus sur le pricing power qui est pour eux la marque de fabrique d'une grande entreprise. Donc, si l'entreprise arrive à augmenter ses prix sans perdre, comment dire, sans baisser son chiffre d'affaires, ça veut dire que c'est vraiment une machine à capitaliser, donc une grande entreprise qui peut, être très intéressante à détenir en portefeuille. Parce que si vous arrivez à augmenter, le prix de vos produits sans en influer, négativement, votre chiffre d'affaires et même, la comment dire? La vision, du consommateur qu'a, par rapport à votre entreprise, bah, c'est le top du top. Donc, cherchez des entreprises avec du pricing power, chose qui n'est pas évidente. Heu, tu veux compléter des choses? Parce que moi sinon j'enchaîne, hein. Tout à fait, effectivement, je te laisse finir sur sa stratégie, et je compléterai après OK. au pire, Ouais, OK. Donc avec ils mes vont points. chercher aussi des bénéfices qui sont prévisibles, donc des revenus récurrents, des abonnements, des contrats, parce que ce sont des entreprises, bah, qui sont, plutôt, qui peuvent être cycliques, mais qui auront, de la prévisibilité, enfin on Ouais. peut voir sur le long terme, voilà. Hem Dev Kantesaria va également opter pour des entreprises avec une efficacité du capital qui est importante. Donc là, cherchez pas midi à 14 heures, ce sont des ROIC élevés, et qui sont, bah, forcément avec une tendance haussière, donc en croissance. Voilà, ce qui mettra en avant que l'entreprise arrive à, comment dire? À gérer, à investir, bénéfiquement, ses ressources. Petit tip si vous voulez, notamment j'ai vu sur l'application, sur ton app, tu l'as mise, cherchez des entreprises avec des ROIC. Alors je sais plus où est-ce que je l'ai vu, mais je l'ai vu quelque part. Je pense que j'en ferai même une vidéo, pour expliquer tout ça. Cherchez des entreprises avec un ROIC supérieur ou WACC, Le heu, WACC. le WACC absolument, parce qu'en gros, le WACC ça va être le coût du capital. Et si vous avez une entreprise avec un coût du capital qui est plus élevé, que le ROIC, ça veut dire que c'est une entreprise qui est de moins en moins efficiente. Donc ça peut être, voilà, si vous avez une petite checklist, vous pouvez le mettre, chercher, voilà, est-ce que votre entreprise que vous êtes en train d'analyser a un ROIC plus élevé que le Ah, c'est WACC? intéressant ça, tiens. Heu, ouais, 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 C'est vrai on que en moi, reparlera le si tu WACC, as pas de c'est pas, podcast. effectivement, c'est pas forcément un critère que je regarde beaucoup, enfin un indicateur que je regarde beaucoup, mais Et ben moi pourtant, non plus. Et il est intéressant. je suis en train de refaire toute ma checklist, et quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Putain, mais j'ai vu le WAC en plus, tu sais, c'est dans autres, c'est tout petit, tassé en bas à droite», et en fait, non, c'est vraiment un truc qui D'ailleurs, peut être très intéressant. va falloir que tu nous en parles, hein, de ta checklist, tôt ou tard. Ouais, ouais, on fera tout un épisode dessus.
Donc, ils vont chercher, voilà, un ROIC élevé et Valley Forge se concentre sur des entreprises qui ont des positions monopolistiques ou duopolistiques, en tout cas, Ouais. un semblant d'oligopole dans leur secteur et qui peuvent prospérer, peu importe les conditions économiques. On en revient à la macroéconomie. Heu Ils s'en fichent d'investir dans une société, ferroviaire ou, industrielle ou, comment dire? Alimentaire. Du moment qu'elle a une position monopolistique ou, oligopolistique et cetera et qu'elle respecte tous les autres critères qu'on a dit avant, il peut investir dedans. Il fait pas de focus, sur un secteur en particulier. Là, en l'occurrence, vous verrez par, enfin, on expliquera le portefeuille, mais il y a une prédominance dans, 2 secteurs en particulier parce qu'en même temps, ce sont ces 2 secteurs-là qui, mettent en avant ces, comment dire? C'est ce qu'ils cherchent. Et juste avant de finir, après je te laisse le micro, concernant sa stratégie sur la valorisation, c'est très important parce que, notamment, il dit dans le podcast, pour lui, s'inquiéter d'acheter une action avec un PE de 22, 24 ou 28, ce que j'ai tendance à faire par exemple, ou des fois j'ai tendance à me dire: «Putain, un PE de 28 ça peut paraître un peu cher», il était à 24 ou 22 il y a quelques jours, enfin il y a quelques mois. Et ben, c'est bien moins important que le choix que l'on va faire comme achat de l'action. Donc vraiment privilégier l'action en elle-même plutôt que sa valorisation. Hem et voilà, il va vraiment faire un focus sur la qualité plutôt, que sur la valorisation. Car pour lui, bah, acheter un business avec une valeur intrinsèque qui augmente au fur et à mesure du temps, donc acheter une entreprise avec un avantage concurrentiel, une machine à capitaliser une machine à capitaliser, excusez-moi, va surmonter le fait que l'on a payé un business 10 ou même 15 trop cher. Donc quand j'ai entendu ça, c'était très intéressant parce que des fois j'ai tendance à me dire: «Non, non, je vais pas l'acheter parce que, voilà, elle est trop chère», je fais référence à Fortinet si vous l'aviez pas compris. Heu et ben, forcément, il est parti sans moi et moi j'avais buté un peu sur son PE parce que je me disais: «Voilà, investir dans un PE qui était supérieur à 30 voire 35, ça m'avait un peu freiné et en fait, bah, le temps m'a donné tort. Donc voilà, Et ouais, trop réfléchir sur la valorisation est un exercice idiot. Là, je reprends vraiment ces termes, car in fine, on essaie de définir l'avenir et ça, on le sait, c'est une science inexacte. Donc c'est très intéressant vraiment. Si vous voulez écouter son podcast, je vous l'encourage et pour finir, voilà, comme Graham et Buffett ou encore Munger, le principe de marge de sécurité doit être respecté. On est bien d'accord que même si c'est un PE qui est élevé, il met en avant encore la marge de sécurité. Voilà, voilà, c'est tout tout à pour fait. moi pour, sa stratégie, donc de Dev Kantesarya. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, du coup? Bah, effectivement, t'as bien, bien dégrossi. Globalement, j'ai noté à peu près les mêmes choses que toi. Je vais passer en revue, parce qu'il y a des informations qui peuvent être complémentaires. Mais son process, effectivement, il est simple. Il veut identifier les meilleures entreprises du monde. Il veut attendre, entendre, attendre, attendre et encore attendre quand il achète une entreprise. Donc, en gros, il garde pour le très long terme. Il veut acheter lors d'une baisse temporaire des prix. Donc effectivement, il dit qu'il faut pas trop accorder d'importance à la valorisation, mais d'un autre côté, il a quand même acheté toutes ses positions quand elles étaient décotées. Puisque on le sait, acheter une entreprise de qualité, c'est bien, mais acheter une entreprise de qualité décotée, c'est encore mieux, et c'est potentiellement ça qui va vous faire battre le marché, puisque même une entreprise de qualité, ça j'en suis persuadé, si on l'achète trop cher sur le long terme, on peut avoir une performance moins bonne que le marché du coup. Et il veut également surveiller régulièrement et ne vendre que très rarement. Donc en gros, il surveille son portefeuille souvent, il écoute toutes les annonces de résultats, il suit ses entreprises, mais par contre, il ne vend quasiment jamais, sauf pour de très bonnes raisons. Et d'ailleurs, on en parlera après dans son portefeuille, mais sur Dataroma, il y a toutes ses ventes et ses achats, et c'est assez intéressant à voir. Également, il maintient souvent un haut niveau de liquidité, allant de quelques pourcents à quasiment plus de 20% du portefeuille parfois. Donc il a des fortes positions en cash, justement pour profiter des baisses du marché. Et également, donc tu l'as dit, il s'est beaucoup fié à Buffett et à Munger,
pour sa philosophie d'investissement. En tout cas, il s'est fortement inspiré de Buffett et Munger, et il dit souvent qu'il recherche l'élite absolue, donc comme tu l'as dit, des entreprises qui sont soit des monopoles, des duopoles ou des oligopoles sur certains secteurs avec beaucoup de barrières à l'entrée et de forts avantages concurrentiels. Et d'ailleurs, il met un énorme accent sur l'analyse fondamentale, du coup, sur le fait de connaître le business model d'une société et de s'assurer qu'elle ait un avantage compétitif, puisque c'est vraiment ça qui va permettre à l'entreprise de garder ses hauts rendements à l'avenir. Donc, il recherche des entreprises avec un faible endettement, qui sont capital light, donc avec peu de capex nécessaires pour faire tourner le business, un fort pouvoir de fixation des prix, donc des marges qui sont élevées, un rendement élevé sur le capital investi, donc un fort ROIC, et une excellente allocation du capital et aussi une croissance avec un effet de levier opérationnel. Donc, grosso modo, c'est tous les critères que vous retrouverez dans la note quantitative IQ Invest, hein, globalement, c'est le ROAC, peu de capex, beaucoup de dettes, un faible endettement et une forte croissance. Et également, il rajoute 3 critères supplémentaires à l'approche. Donc, le fait que le service que propose l'entreprise soit critique, voire indispensable. Et pour ça, il donne l'exemple des agences de notation comme Moody's, puisque si l'entreprise souhaite lever des fonds et utiliser une petite agence pour évaluer son crédit, donc hors Moody's, S&P Global ou Fitch, elle va devoir payer un taux d'intérêt plus élevé. Et donc, en fait, le pouvoir qu'ont ces agences de notation, c'est tout simplement que même si elles peuvent augmenter leur prix quasiment indéfiniment et avoir des prix plus chers que la concurrence, in fine, leurs clients vont avoir des taux d'intérêt plus faibles, donc ça va compenser l'investissement initial. Donc en fait, c'est un avantage compétitif qui est quasiment impossible à détrôner, surtout ce sont des entreprises qui sont sur un oligopole, on peut dire, puisqu'elles sont 3, même si on peut vraiment citer le duopole Moody's S&P Global. Personnellement, je crois qu'on a tous les deux S&P Global en portefeuille, non, je sais pas si tu l'as, toi. Non, j'aimerais bien, mais elle est chère. T'aimerais bien. Elle est Puis extrêmement après, chère. Moi, j'ai, ouais. c'est toujours le truc de choisir, tu sais, entre MSCI et S&P. Mais si je peux avoir les deux, j'aimerais bien avoir les deux. Ça, c'est clair. Effectivement, moi j'ai prévu aussi l'analyse de Moody's en début d'année parce que voilà, c'est comme Visa Mastercard. Moi je pense qu'il faut pas choisir, faut avoir les deux, mais après. Ouais, Ensuite, Moody's, c'est ouais, fort. Ouais. Moody's c'est très fort. Ouais. Ensuite, il veut des entreprises pour lesquelles le service représente un faible coût pour l'utilisateur. Donc toujours avec l'exemple de Moody's, le coût de la notation est insignifiant par rapport au montant d'argent levé par les entreprises et ça permet à Moody's d'augmenter ses prix continuellement et graduellement sans risquer de perdre ses clients. Et il veut, en tout cas lui, il privilégie des entreprises dont la croissance est organique. Donc il n'investit pas dans des entreprises qui font beaucoup de M&A, donc Merger and Acquisitions, donc grosso modo des rachats d'autres entreprises. À l'inverse, par exemple, de Chris Mayer, qui lui focus une partie de sa stratégie sur les conglomérats, donc sur des entreprises justement qui sont spécialisées dans des stratégies de M&A. On peut citer Constellation Software, Lifco ou encore Technion, qui sont des entreprises que Chris Mayer possède. Mais effectivement, donc Dev Kantessaria, lui, pour le coup, privilégie la croissance organique. Il recherche des entreprises qui sont matures. Donc ça, il le dit et il le répète dans son podcast. Il se focus sur les large caps et les large caps US. Il n'investit que sur le marché US et que sur des large caps. Alors, avec quelques exceptions. Il disait dans le podcast que sur 5-6 actions, 50-60 actions qui suit dans sa watchlist de manière continue, il n'y en a que 5 ou 6 qui sont hors US, dont ASML qu'il a en portefeuille. Mais on va pouvoir revenir sur ses positions après. Donc des entreprises qui continuent à développer leur levier opérationnel et donc sont capables d'augmenter leur marge, et des entreprises qui génèrent beaucoup de free cash flow. Donc on revient toujours sur le point fondamental des free cash flow, hein, qui sont, je pense, le dénominateur commun entre tous les investisseurs quality qui recherchent la croissance des free cash flow et des marges élevées avec des gros retours sur capitaux. Donc voilà, et donc pour la valorisation d'une entreprise, pour conclure la partie stratégie là-dessus, lui, il essaye pas forcément de déterminer un prix juste, mais il a une stratégie qui se rapproche un peu de long equity à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il va surtout regarder le free cash flow yield et il va acheter les entreprises quand il estime qu'elles ont un free cash flow yield intéressant euh, par rapport à leur valeur intrinsèque. Et donc, il cherche plutôt une fourchette de valorisation plutôt qu'un prix fixe de valorisation. Et effectivement, les free cash flow yield, c'est quelque chose qui est assez intéressant à regarder. Voilà.
pour Ok, sa bah, pour c'est sa pas mal. stratégie. Avec tout ça, vous avez de quoi chercher aussi, hein. Bon, Free Cash Free Yield, en ce moment, il y a une action qui est plutôt avec un Free Cash Free Yield important en ce moment. On en parlait Ah, juste avant un peu. il y en a pas mal, hein, mais globalement, ouais, Évolution AB, hein. Évolution. Ouais. Évolution Et AB, mais je Amat? pense qu'on pourra, si ça te dit, Jean, faire un petit point en fin de vidéo sur Évolution AB, Ouais, ouais, pas de rapidement, hein, souci. pour ceux qui nous Ouais. écoutent. Ok. Bon, de toute façon, vous avez l'habitude des podcasts assez longs. Souvent, il y en a beaucoup qui nous écoutent en voiture, donc au moins comme ça, vous aurez le temps de faire l'aller-retour avec le CAF rentable dans les basses. Euh, Bon, maintenant, les amis, on va se pencher sur la construction du portefeuille de The Valley Forge Capital, donc le fonds d'investissement. Alors, The Valley Forge, Dev Kantesaria nous précise que détenir un portefeuille concentré de ses principales convictions est le seul moyen de surperformer votre benchmark sur le long terme. C'est important sur le long terme parce que c'est pas parce que cette année-là, en 2024, vous avez surperformé, bah, par exemple, le CAC 40. Voilà, ça a été une année très haussière. Le S&P 500 a pris plus de 24%, etc. Donc, faire une année de merde, entre guillemets, aurait été compliqué. Donc voilà, vraiment un portefeuille concentré. Et d'ailleurs, lui, il détient en ce moment 8 actions en portefeuille et il nous précise que il peut aller jusqu'à maximum 12, mais après, ça peut être compliqué pour bah, les suivre de près. 12, même 12, hein, c'est vraiment très concentré. Pour ma part, j'en ai 11. Ouais, j'en ai 11. Mais voilà, Ouais. j'ai Ouais, toujours c'est envie vrai d'en acheter que une deuxième, une troisième, de plus. mais on retrouve souvent, moi j'en ai 14, tu vois. On retrouve souvent cet aspect 8-12, enfin ce chiffre, cette fourchette 8-12 dans les portefeuilles des investisseurs concentrés. C'est vrai que c'est un peu une constante. Moi, je trouve ça intéressant parce que Ouais. 12 actions en portefeuille, il faut être ultra select, hein. Faut Faut être être ultra select. ultra select, effectivement. Toi, t'en as 14. J'en ai 14, et d'ailleurs, ça me fait penser à la question si je devais vendre des positions pour repasser à 12, tu vois. Ça serait lesquels, tiens? De toute façon, je connais à peu près Euh, ton portefeuille. Je Écoute, pense que j'ai mon portefeuille sous les yeux. Je pense que ça serait Deutsche Börse, sans Ouais. surprise, que je revendrai, et probablement Microsoft. Microsoft. Ouais, parce que Je crois c'est que j'aurais une parié sur entreprise. Intuit, moi. Non, pour le coup, parce que Intuit, c'est une entreprise sur laquelle j'ai une très bonne position. J'ai un bon PRU dessus, et je pense qu'elle a plus de potentiel que de croissance à l'avenir que Microsoft, en tout cas en croissance pure et dure en termes de chiffres, parce que Microsoft, c'est une entreprise qui est énorme, qui est déjà extrêmement mature. Et, euh, et voilà, donc Microsoft, moi j'ai un PRU qui est pas exceptionnel dessus. Même si j'ai une bonne plus-value latente, tu vois, ça serait peut-être Hein. Microsoft. Sinon, Ok. j'ai envie de dire MSCI parce que c'est la plus petite position de mon portefeuille, donc ça me Ouais. ferait pas de mal de couper, tu vois, Deutsche Börse MSCI. Mais j'ai énormément de conviction sur MSCI, et c'est une entreprise que j'ai envie de renforcer, tu vois, donc j'ai pas, je sais pas. Ça serait un choix Ok. difficile en tout cas, ça c'est sûr. C'est un peu difficile, ouais. Mais du coup, tu seras encore plus select parce qu'une fois que tu en as 12, ça veut dire que dès que tu veux rajouter une action à ton portefeuille, il faudrait que tu en enlèves une autre. Ah, t'imagines? En vrai, il faudrait que tu pousses tellement loin. C'est ça que je me dis, c'est que, enfin, 12 actions maximum. Moi, j'en ai 11 parce que j'ai pas le temps d'en analyser d'autres, mais sinon, j'en aurais déjà une vingtaine, quoi. Mais ouais, je pense que. Bah, après, eux, ils ont beaucoup de temps. Ils ont énormément de temps. Enfin, ils font ça toute la journée. Nous, on a d'autres trucs, on a d'autres chats à fouetter, comme on dit. Après, tu vois, il l'a dit aussi, il a 50 à 60 actions qu'il suit en watchlist, donc il les a toutes analysées. Donc en soi, t'amuser à analyser des actions, tu vois, tu peux le faire à l'infini, tu les ajoutes en watchlist, machin. Mais par contre, il va être extrêmement regardant sur ses prix d'achat, et il n'achète que à des moments opportuns. Donc il peut garder une action en watchlist pendant 5 ans sans jamais la toucher, quoi. C'est clair. Ah, c'est faux. C'est faux. À moi, là, faut être puissant mentalement. Faut être Ouais, puissant. c'est clair. Euh,
Alors, donc, un portefeuille très concentré, 8 actions en portefeuille, il a actuellement, et il pourrait aller jusqu'à 12 maximum. Euh, il y a une très faible rotation de portefeuille, je l'avais dit juste avant. Alors, j'ai Et trouvé des ça, chiffres c'est quelque chose sur qui est très appréciable. profit.com. Ouais, donc les chiffres, c'est sur profit.com et la durée moyenne de détention d'une action est de 5 ans. Donc c'est vraiment intéressant à savoir. J'aimerais bien, être comme lui, après je fais pas du trading non plus, mais de toute façon j'ai pas 5 ans d'ancienneté en bourse, mais je pense qu'il y a certaines actions que je pourrais, détenir pendant 5 ans encore, ça c'est sûr. Et voilà, il a que des fortes convictions sur des actions, plutôt tendance, pour la plupart, mais qui délivre sur du long terme des rendements de dingue, comme on va le voir juste après, notamment dans la composition de son portefeuille. Alors, donc son portefeuille, comment il est constitué? Alors déjà, on va faire un petit update. La répartition sectorielle, donc tout ce qui est financial services, donc les services financiers, on est à 55% et donc le restant, on est à 45% et c'est tout ce qui va être technologie. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus, Hugo, sur donc la composition de son portefeuille? Bah, effectivement, comme tu l'as dit, il a quasiment que de la finance et de la tech, ce qui est d'ailleurs assez semblable, personnellement à ma répartition sectorielle aussi. Parce que tu vois, si je prends, tech, j'ai 46%, finance 30%, donc grosso modo, 50 et 30, on a 80% du portefeuille, de mon côté en tout cas, qui est sur la tech et la finance. Ah ouais, toi aussi, tu as une. Ouais. Ensuite, au niveau de son portefeuille, bah déjà vous pouvez tout trouver sur Dataroma, hein, pour ceux qui connaissent pas Dataroma. Donc on va pas spécialement vous partager de graphiques ou quoi. Enfin bon, vous trouverez absolument tout sur internet, c'est disponible publiquement. Donc il a 8 positions, Fair Isaac, donc FICO, 34% du portefeuille, S&P Global 19%, Mastercard 16%, Moody's 13%, ensuite il a Intuit, Visa, ASML et Aspen Technology. Alors, c'est assez intéressant à noter parce que il a les deux du duopole Moody's S&P Global et il a les deux du duopole Visa Mastercard. Sur 8 positions qu'il a en portefeuille, j'en ai 6 en commun avec lui. Donc S&P Global, Mastercard, Moody's, Intuit, Visa et ASML. Les seuls que je n'ai Moi pas, donc c'est... personnellement, Ouais, vas-y. j'en ai qu'une. C'est Visa. Ouais, j'ai que Visa, ouais, en commun avec lui. Et, effectivement, donc moi, les deux que je n'ai pas, donc c'est Fair Isaac, FICO. Elle m'intéresse, et j'ai prévu l'analyse dessus, mais elle a un PE de plus de 100 en ce moment, donc je sais très très bien que elle est extrêmement chère. Donc personnellement, je ne suis pas du tout pressé pour analyser FICO. Je prends mon temps. Ça viendra quand ça viendra, puisque je suis pas persuadé qu'il y ait d'opportunités d'achat prochainement. Donc FICO, qui a l'air très intéressante mais qui est trop chère, et Aspen Technology, que je ne connais pas, et que je suis allé voir un peu par curiosité. Alors il faut noter que toutes les entreprises qu'il a sont extrêmement bien notées sur le screener, avec 15 sur 20 pour FICO, 15,5 sur 20 pour S&P Global, 20 sur 20 pour Mastercard, 19 sur 20 pour Visa, 14 sur 20 pour ASML, et il y a que Aspen en fait qui est à 6 sur 20. 6 sur 20 parce que en fait de quand j'étais allé voir, c'est une entreprise qui n'est pas encore rentable, ou en tout cas qui perd de l'argent, voilà, qui perd de l'argent depuis 2022. En tout cas depuis 2021, elle a une forte baisse de ses revenus et elle est en négatif sur 2023 et 2024. Alors pourquoi? J'en sais rien, je ne saurais pas vous dire et je ne connais pas Aspen. Donc j'ai pas spécialement d'avis sur la question, mais ça peut être intéressant à creuser et à savoir pourquoi. Mais voilà. Ok. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur ces positions? Non, pas personnellement, moi j'en ai qu'une en commun avec lui, comme je vous ai dit, c'était Visa. Après, je pourrais vraiment, enfin c'est pas je pourrais, c'est je voudrais avoir du S&P Global, du Mastercard, du Moody's, Intuit, je la connais pas assez, mais Fico pareil, mais bon, Fico, faut pas oublier qu'elle a fait un bagger en 2024 et qu'elle a fait un autre bagger en 2023, donc elle a plus de 200% de performance. Voilà, bah, j'ai juste noté un. Dites-vous que le grand dada là, dites-vous que Dave Kantesaria, il a acheté S&P Global en 2008. 2009. Euh,
En 2009, OK. En 2009, elle valait 17 $ quand il l'a acheté et aujourd'hui, elle vaut 495 $ et elle représente donc 20% de son portefeuille, ce qui fait une performance. Bah, il a fait un fois 29 dessus. Mmh, Voilà, un petit fois 29 tout à très fait. tranquillement sur S&P Global. Et d'ailleurs, c'est un de Ferizac, ses coups de maître, hein, S&P Global, ouais, puisqu'il l'a acheté juste après la crise de 2008. Et vous vous rappelez probablement, pour ceux qui l'ont vécu, enfin, de toute façon, je pense pas qu'on ait d'auditeurs qui n'étaient pas nés pendant la crise de 2008. Sinon, bravo à vous, parce que vous investissez vraiment extrêmement tôt dans votre vie. Mais, enfin bon, vous vous rappelez probablement pendant la crise de 2008, tout le scandale qu'il y a eu sur les agences de notation S&P, Moody's, Fitch. Et globalement, c'est des entreprises qui étaient boudées par tout le monde. Si tu disais que t'achetais du S&P Global à l'époque, on te traitait de démon, quoi, globalement. c'est Et clair. donc lui, il a acheté à ce moment-là, justement, au plus bas, à 17 $ l'action. Aujourd'hui, elle en vaut à quasiment 500. Donc comme tu l'as dit, un fois 29, c'est monstrueux, monstrueux. C'est monstrueux. Il a fait, ouais, c'est monstrueux, vraiment. Fico, alors, on n'a pas de données précises de quand, à partir de quand il l'a acheté. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Donc, Fair Isaac, hein, donc sa principale Ouais. position, 35%. Oui, parce que Dataroma, Donc, ça remonte que en 2021. On voit pas plus tôt que ça. ouais, moi, je suis remonté jusqu'en 2017, mais j'ai pas trouvé sa position. Mais voilà, en tout cas, je sais qu'il l'a depuis plus de 5 ans en portefeuille et bah, depuis 5 ans, elle a fait 422% de performance. Donc, elle a fait plus de x4. Ce qui est vraiment, bah, voilà, x4, hein, j'ai envie de dire. J'aimerais bien avoir la même performance sur mon portefeuille, même sur qu'une action, ça m'irait. Et donc ASML, c'est son dernier achat qu'il a effectué lors du troisième trimestre 2024, à savoir, enfin à voir si du coup c'est le 14 janvier. Le 14 janvier, on aura les prochains trimestres qui seront sortis sur Dataroma, ValueSider, comme vous voulez. À savoir si donc il s'est renforcé, à savoir si juste donc il a ouvert une position parce qu'il a que 104 millions de dollars sur cette action, alors qu'il a un Que portefeuille de 4,5 milliards au total. Donc voilà, effectivement, moi ouais, ça j'attends de représente savoir. 2,33% de son Ouais, portefeuille ASML. ouais, c'est insignifiant. Mais voilà, à savoir, ça peut être intéressant, surtout qu'elle a une tendance quand même assez baissière. Et il l'a acheté quand même assez cher parce que tu vois, il l'a acheté au troisième trimestre 2024, donc entre mars et juillet. Donc ça veut dire que son PRU, il se situe dans une fourchette entre 857 $ et 829 $. Euh, Aujourd'hui, elle est à 730. Ah non, j'ai mis dollars, je suis con, mais en plus c'est en euros. Mais voilà, entre 857 euros et 829 euros. Et aujourd'hui, je crois qu'elle doit être aux alentours de 730 ou 720 Elle est à euros. 688 € exactement aujourd'hui. 600. Mais attends, elle est tombée alors. T'as peut-être regardé le cours en dollars, c'est pour ça. Mais en euros, elle est à 688, ouais. Ah ouais, je crois que j'ai regardé le. Et Ok, au donc ça veut dire Nasdaq en qu'il. dollars, elle est à 714 $. Donc c'est sûrement ça que t'as Ok, dû ouais, voir. c'est ça que j'ai fait. Donc, euh, donc ça veut dire ça veut dire qu'il est en moins-value dessus. Donc à savoir, enfin, ça peut être intéressant de regarder courant deuxième quinzaine de janvier si c'est renforcé dessus sur cette position qui est assez minime aujourd'hui. Voilà, parce que du coup, ça peut être bah, une bonne idée pour ouvrir une position dessus. Après, il faut pas faire comme les super investors, mais bon, ça peut être. On sait qu'ASML, c'est une boîte magnifique, donc ça peut être une bonne idée. En tout cas, Malgré, personnellement, c'est ce que je vais faire. malgré l'arrivée de Bruno Le Maire en tant que conseiller stratégique du conseil d'administration, je sais pas ce qu'il fout là, Ah celui-là, ouais? mais t'as pas suivi? Non? T'as pas suivi? Il y a Bruno Le Maire qui est arrivé en tant que conseiller stratégique au board d'ASML. Alors va Ok, savoir ce qu'il va conseiller d'accord. Moi, je ce, l'achète pas ce, ce, alors. ce Bruno Le Maire. Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, attends, c'est pas possible, moi, s'il y a Bruno Le Maire au board, je revends direct à SML. Mais en C'est fait, non, il est clair. juste consultant. Il est juste consultant, donc en soi, il ne fait pas partie du management. Il n'est pas directement impliqué dans la boîte et il ne fait pas non plus partie du board d'ASML. Il est juste consultant auprès du board. Euh, Tant mieux, donc bah, s'il qui reste dit, s'il consultant dit des alors. conneries, globalement, ils peuvent très bien ne pas l'écouter. Donc personnellement, je pense pas que ce soit une raison spécifique pour revendre. Par contre, s'il avait intégré le board d'ASML, là, je t'aurais dit pourquoi Ouais. pas, Ça pourquoi pas veut dire que revendre, déjà, quoi.
Ça veut dire que le board n'est pas compétent, tu vois. Est-ce que le board est, dans ta checklist, est-ce que le board est efficace? Bon, bah là, tu sais que déjà, il y a une épine dans le board, quoi. Dans le board. Dans le board. Non, c'est Elisabeth, mais lui, c'est dans le board. Voilà. Ok, non, j'avais même pas suivi. Putain, c'est fou. Et Faut que ouais, je la ouais, suive ouais. plus à SML. Je l'ai en watchlist, mais tu vois, vu qu'elle était toujours trop chère, j'ai arrêté un peu de la suivre, mais faudrait que je m'y attarde un peu plus. Bah, je pense que d'ailleurs, ça va être la prochaine analyse d'action. Euh, Ouais, ce sera la prochaine analyse d'action, quand j'aurai fini ma checklist. Donc, alors maintenant, la performance globale du fonds. Qu'est-ce qu'on peut Alors en attends, dire juste Ouais, avant que tu vas-y, passes vas-y. à la performance, je vais faire une petite parenthèse sur les Mag 7, sur les Magnificent Oui. Seven, puisque Dev n'a quasiment jamais investi dans les Magnificent Seven. Il s'est abstenu notamment pour 3 raisons. Parce que elles ont des dépenses en capex de plus en plus élevées, notamment comme Google, Microsoft ou Meta, qui investissent de plus en plus dans les data centers et même maintenant dans le nucléaire. Elles ont des rémunérations en actions qui sont souvent élevées, donc des SBC, des Stock-Based Compensation. C'est d'ailleurs le cas pour Google qui a un énorme programme de SBC, malgré des buybacks qui sont assez élevés, et aussi car il a un peu suivi les philosophies de Buffett là-dessus. Il est assez réticent à investir dans des entreprises technologiques du fait de l'incertitude quant à l'avenir. Cependant, euh, c'est selon lui une erreur qu'il reconnaît parce qu'il estime avoir sous-estimé la force du business model des Mag 7 et notamment la puissance de ce qu'on appelle les plateformes. Euh, donc les plateformes, en fait, ça va être tous les produits qui agissent en tant que plateforme, c'est-à-dire en tant qu'intermédiaire entre un fournisseur et un consommateur. Donc c'est-à-dire que c'est pas l'entreprise qui va fournir le produit, ce sont d'autres entreprises qui vont fournir le produit pour le consommateur et l'entreprise, elle va juste les mettre en relation. Donc c'est le cas d'Amazon par exemple, c'est pas Amazon qui commercialise les produits, en tout cas pas la majorité des produits, ce sont des détaillants. C'est le cas pour YouTube. YouTube, ce n'est pas Google qui crée le contenu sur YouTube, ce sont des indépendants comme nous par exemple. C'est le cas pour les réseaux sociaux de Meta. Ce n'est pas Meta qui produit le contenu dessus. En fait, ce sont des mises en relation entre des fournisseurs et des consommateurs. Et ce business model des plateformes et la puissance de ce type de business model, c'est notamment ce qui a été sous-estimé par Dev Kantessaria. Et je vous recommande le livre que je suis en train de lire en ce moment. Alors, je peux pas vous le montrer, il est sur ma table de chevet. Mais c'est The Price of Tomorrow, donc le prix de demain de Jeff Booth. Je sais pas si toi, tu t'as déjà commencé à le lire, mais grosso modo, c'est un livre qui est Je, très je- orienté. je l'ai commandé au Papa Noël. Ok, bah c'est un livre qui est très orienté sur la tech. C'est un livre qui est souvent conseillé pour comprendre Bitcoin parce qu'il parle de déflation technologique, mais pour le coup, il parle pas de Bitcoin dans le livre. Il parle vraiment purement d'économie, de tech et de business, et c'est passionnant. Donc je vous le recommande à tous. Et donc c'est une erreur qu'il reconnaît, et également ces entreprises ont généré des cash flows absolument monstrueux sur ces 10 dernières années. Voilà, petite parenthèse, je te laisse continuer. Ah, ok, bah c'est intéressant à savoir. Non, moi personnellement, je suis content d'avoir un peu de Magnificent Seven en portefeuille parce que sinon, j'ai qu'une position en commun avec lui. Si j'avais pas de Magnificent Seven, bah, ça veut dire que j'aurais un paquet de dope, je pense, en portefeuille. Donc, non, je suis bien content d'avoir investi dans Google, notamment, qui représente quasiment plus Ouais. de 20% de ma position action en portefeuille. Donc voilà, une Et très belle Google qui était position. Microsoft, pareil. une superbe Pas cher. opportunité d'achat jusqu'à il y a encore pas Ouais. longtemps, hein. Maintenant, maintenant elle est redevenue Maintenant, chère. Mais je pense, elle est pas chère. Je pense qu'elle est à son juste prix, tu vois, aujourd'hui. oui, ouais, Tu vois, t'as une marge de sécurité qui va être de 3 à 5% maximum, tu vois. Donc, alors qu'avant, elle était à 20-25 quand on l'a acheté, tu vois. Donc, je pense ouais. que, parce que moi, Mais quand je l'ai acheté, effectivement, elle ouais, versait même pas de dividendes, tu vois. Donc, pour te dire, ça remonte, ça commence à monter un petit peu. Mais tout non, à mais je fait. suis content. Tout à fait. Ben moi, c'est ma Euh, troisième position. Tu as Google avec 9,45% sur ma partie action. c'est quoi ta première position? C'est Fortinet, Ah, putain. 15,53%. Waouh. Et la deuxième? Mastercard, Ah ouais, ok. 10,57%. Bah, elle Ah, arrête pas de ok, monter, moi, Mastercard, donc elle prend de la place, hein. ok, ouais, alors c'est vrai que tu vois, Ouais, Mastercard, je la Mastercard, tu suis regardes le cours de pas, bourse, c'est toujours, oui. c'est une ligne droite, quoi. Ah ouais, je suis un peu bête de pas regarder, parce que tu vois, vu qu'elle est trop chère,
Bah, du coup, Elle est trop chère. Elle est clairement trop chère. je m'en fous un peu. Mais fais voir le cours de bourse. Parce que bon, faut pas regarder le cours de bourse, mais au bout d'un moment, quand on achète, ah ouais, d'accord, Après, moi, 24%. Mastercard, je l'ai acheté fin 2023. Donc, fin 2023, tu comprends ma plus-value dessus, quoi. Ah ouais, J'ai 27% de plus-value sur Mastercard. ok, pas mal, putain. Pas mal, pas mal. Ok. Euh, alors, donc, la performance globale du fonds, maintenant qu'on vous a détaillé un peu les positions de Dev Kantessaria dans son fonds d'investissement, bah, qu'est-ce qu'il a fait face au marché? Parce qu'il parle, mais les chiffres ne mentent pas, eux. Donc, les données, encore une fois, sont disponibles sur profit.com, c'est là où je les ai trouvées. Alors, depuis le 1er janvier 2017, alors malheureusement, je n'ai pas les données avant 2017. Donc voilà, depuis 2017, The Valley Forge Capital a fait plus 167%, tandis que le S&P 500 a fait 112%, ce qui nous fait un delta de 55% au total. C'est plutôt pas mal, il l'a surperformé assez nettement et de façon assez continue. Et d'après mes petites recherches, je sais plus où est-ce que j'ai trouvé ça, je crois sur un article, mais d'après mes petites recherches, voilà, depuis 2007, Valley Forge Capital affiche un rendement annuel net de 14,2%, donc un CAGR, voilà, de 14,2% contre 8% pour le S&P 500. Donc il l'a surperformé et quand j'ai vu le graphique, voilà, il l'a surperformé de façon vraiment très continue tout au long du temps. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à savoir, c'est que bah, je me suis amusé à regarder un peu ce qui s'était passé lors des crises, parce que tu sais, on a l'habitude avec les gérants d'actifs, enfin avec les gestionnaires de fonds vraiment axés actions, Mhm. tu sais, lors des crises, par exemple, donc nous, on a connu principalement 2020 et 2022, donc 2020 Covid et 2022, c'était les crises, enfin, une crise, le Une petit crack mini-crise, sur un les valeurs. petit bear market, quoi. Voilà, un beau bear market sur les valeurs technologiques, tu vois. Et généralement, bah, les gestionnaires de fonds font beaucoup moins que, bah, par exemple, que le S&P 500 quand on est en phase de baisse. Et là, justement, eh ben, il a affiché une surperformance de l'indice, parce que lui, donc son benchmark, c'est le S&P 500, quasiment continu depuis 7 ans, voilà, je vous l'ai dit. Et pendant la crise du Covid en 2020 et pendant le petit crack des valeurs de 2022, il avait également surperformé le S&P 500. Donc ça veut dire que c'est un portefeuille qui est très concentré, mais qui a une très bonne visibilité et qui est assez résistant, malgré qu'il ait que des actions en portefeuille et pas un ETF par exemple, ou que même par exemple ça soit donc ces 8 actions sont très axées sur 2 secteurs en particulier, et ben ça reste quand même voilà des actions qui résistent à des comment dire à des crises. Parce qu'il est resté au-dessus de l'indice, même en phase de difficulté en bourse. Et j'ai trouvé également son ROI, donc le retour sur investissement, qui est de 30,92%. Alors je pense que ça, c'est le ROI de l'année dernière. Donc ça veut dire que si vous aviez investi 1000 balles, enfin 100 euros plutôt, ça sera plus simple à comprendre. Si vous aviez investi 100 euros le 1er janvier 2024, et ben à la fin de l'année, vous auriez quasiment 31 euros en plus sur, sur vos petits deniers. Donc c'est plutôt une performance qui est, j'aimerais bien avoir la même performance personnellement, surtout pendant autant de temps. C'est très fort. Voilà, 14% par an pendant aussi longtemps, c'est extrêmement fort. ouais. 17 Depuis ans, c'est pas 2007, t'as mal. dit? Depuis 17 ans, ouais, depuis 2007. Calculatrice intérêt composé. Écoutez, on va faire la simulation tout de suite, en Ouais, live. Donc on va mettre pas de place, on va mettre 1000 euros de placement initial, ouais, 1000 euros. 200 euros par mois de versement régulier, une fois par mois. Taux d'intérêt, donc on a dit 8% pour le S&P 500, hein, une fois 8% par pour an, S&P et on a 500. dit sur 17 ans, c'est ça? Sur 17 ans, ouais. Ok. Donc si vous aviez investi, attends, on va faire 10 000, non, on va faire sur un placement de 10 000 euros sans versement régulier. Ça sera beaucoup plus simple à visualiser, je pense. Ouais, 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 ouais. Sur 17 ans. Ouais, Donc parce si que vous pas tout aviez le monde fait de la investi DCA. il y a 17 ans,
10 000 euros sur le S&P 500, vous auriez aujourd'hui 37 000 euros, dont 27 000 euros d'intérêt gagné à un taux de 8% par an. Maintenant, si vous aviez investi la même somme, 10 000 euros, chez notre cher Dev à 14% par an, vous auriez aujourd'hui 92 000 euros, donc 82 000 euros d'intérêt gagné, soit en fait 3 fois plus. Le triple. Et vous auriez quasiment fait un x10 sur votre investissement initial. Vous auriez fait du coup x9,2 quoi. Ce qui est beau. Ouais, ce qui est beau. Ce qui est beau. Et surtout que c'est net de frais, hein, donc il n'y a pas les frais de surperformance à rajouter. C'est vraiment le rendement net de frais. Donc, C'est très beau. ouais, c'est pas mal, c'est beau. C'est très beau. Bah écoute, qui sait, peut-être qu'on fera de même, J'espère. C'est tout le J'espère malheur aussi. que je nous souhaite. Et qu'on vous souhaite aussi également de faire 14% par an. Tu veux conclure? Ouais, bah écoute, à quand le CAF Capital à 14,2% de rendement net par an? Non, non, mais sans blague, moi j'ai trouvé ça super intéressant parce que je ne connaissais pas du tout Dev Kantesaria. Et quand tu m'as dit, bah écoute, vas-y, va regarder, enfin, va écouter Chiaip, etc., c'est pas mal. Et bah c'est pas mal, oui, je vous le conseille vraiment, écoutez le podcast. Il avait même sorti un podcast qui remonte à 1 ou 2 ans. Je crois 2 ans, sur Warren Buffett, où ils expliquent un peu avec l'intervenant, enfin, avec le présentateur de TIP, un peu la méthodologie Warren Buffett. Donc je pense que si vous écoutez les deux podcasts, vous avez plus, donc le troisième podcast, celui que vous êtes en train d'écouter actuellement, je pense que vous aurez vraiment une bonne approche de l'investissement quality. En tout cas, moi, je partage beaucoup de ces idées, même si ça se ressent pas forcément dans mon portefeuille, hein. Mon portefeuille ne date pas depuis 2007. Hein. Faut pas oublier que moi, je suis encore, enfin, on est encore tout récent en bourse. Hein. Euh, je- voilà, donc encore beaucoup de choses à apprendre. Et en tout cas, c'est vraiment passionnant d'écouter et de comprendre et un peu de connaître leurs modèles mentaux à ces super investors parce que bah, ça permet de changer. Même on a fait Bill Ackman qui est plutôt axé valeur. Dave Ils ont Kantesaria rien qui à lui est voir, plutôt effectivement, les axé. deux. Ils ont rien à voir, mais tu vois, les deux partent quand même de cette approche pyramidale du Hmm. vraiment, on se focus sur la société. Puis après, on va voir un peu ce qui se passe dans la macroéconomie, mais vraiment tout à la fin. Sauf que Bill Ackman est vraiment axé, enfin, sur la valeur la valeur de la société doit vraiment être voilà décotée, donc ça doit être une action de merde quand il l'achète. Chose que Dev Kantesaria, lui, voilà, ça rentre en seconde partie d'analyse, je pense, la Ouais, valorisation. Mais bon, il l'a acheté à 17 $ le S&P Global, on est bien d'accord qu'il l'a pas acheté à 400 et quelques. Donc lui c'est aussi ça. regarde quand même la valorisation. Je pense que ça C'est doit ça. être du quality value un peu, tu vois, et pas du Bah, quality growth. de toute façon, moi, c'est vraiment la position que je défends tout le temps. Hein. C'est qu'il n'y a pas vraiment de style d'investissement quality, parce que quand tu fais en fait, tout le monde fait du quality. Même quand tu fais du value, tu cherches à acheter des actions un minimum qualitatives, parce que si t'achètes une daube pas chère, ça restera une daube quoi qu'il arrive, quoi. Et même quand tu fais C'est du clair. quality, tu fais un peu de value au final, parce que tu veux pas acheter une entreprise au plus haut. Mm. Donc, Donc non, non, vraiment ouais. très intéressant de suivre Mm. bah, Dave Kantesaria. Et tu vois, moi, par exemple, bah, deuxième quinzaine de janvier, bah, je vais suivre un peu ses positions. Parce que vraiment, bah, ça peut être un Tout à fait. investisseur, un super investor que je peux suivre au fur et à mesure. Ouais, sachant que ce que je trouve vraiment intéressant avec lui, c'est que contrairement à Bill Ackman qui a cet aspect activiste qui ne peut pas du tout être répliqué à l'échelle de l'investisseur particulier, parce qu'on va pas se pointer au board de Nike pour remplacer le CEO, tu vois. Dev C'est clair. Kantesaria a vraiment cet aspect investisseur complètement passif qui est tout à fait réplicable. Un investisseur particulier peut tout à fait prendre la stratégie de Dev Kantesaria et l'appliquer au pied de la lettre sans aucun problème, quoi. Clair. Et Tu voulais conclure sur Evo? alors, pour terminer, juste avant de conclure sur Evo, il y a 5 leçons un peu qui peuvent être importantes à retenir et qui vont d'ailleurs nous donner la transition parfaite pour parler d'évolution AB. 5 leçons à retenir de la part de Dev Kantesaria. 1. Pour être un investisseur quality, il faut savoir que la fenêtre d'opportunité sur une entreprise surgit soudainement et se referme rapidement. Donc il faut être prêt et décisif quand elle se présente. Je pense notamment cette année à Fortinet, qui a représenté une opportunité d'investissement courte et brève,
enfin courte et bref, ça a duré quand même tout le long de l'année, hein, mais 8 ça mois. s'est refermé effectivement. Quand il dit que ça se referme soudainement, rapidement, c'est vrai, ça s'est refermé en un jour. Annonce de résultat, paf, l'action a pris 15%, c'est fini, trop cher. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il nous dit, deuxième point, que la préparation est essentielle. D'où le fait d'avoir une watchlist, de connaître les entreprises, de les analyser, de les suivre, sans forcément les acheter. Mais le jour où cette opportunité d'investissement se présente, le jour où il y a une baisse, vous serez prêt, vous pourrez bondir et envoyer une cartouche dessus. Donc grosso modo, c'est ça le point à retenir. Ensuite, si on parvient à inclure une des meilleures entreprises du monde dans son portefeuille à un prix intéressant, il faut continuer à surveiller ce qui se passe au sein de l'entreprise, mais à part ça, il n'y a plus rien à faire et il faut rester passif et la garder le plus longtemps possible dans son portefeuille. Donc là, on rejoint un peu le conseil de Chris Meyer avec le fameux Coffee Can Portfolio. Alors je sais que tu n'as pas encore lu le livre 100 Non. Baggers, mais il faut qu'on fasse un podcast dessus, un de ces quatre. Ensuite, quatrième point, tout le monde peut détecter une entreprise de qualité avec un screener basique, notamment le screener EquiInvest, bien évidemment, le meilleur screener pour détecter des entreprises de qualité. Bah, pas si basique que ça quand même, hein. Pas Il y si a, basique il y que a, ça, mais, il y a quand même du boulot derrière. n'importe qui, effectivement, peut prendre un screener et trouver les meilleures entreprises quantitativement. Mais la véritable qualité, il nous dit qu'elle est plus susceptible et nuancée. Il faut aller plus loin et il faut chercher des signes discrets d'avantages compétitifs, mais aussi de pouvoir de fixation des prix. Et également, cinquième point, alors là, c'est une phrase qui est traduite de l'anglais, alors elle sera pas forcément extrêmement pertinente, mais vous ne vous élevez pas au niveau de vos objectifs, vous tombez au niveau de vos systèmes. Grosso modo, vous aurez les résultats que vous garantissent vos systèmes, vos modèles mentaux d'investissement. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler sur ces process, travailler sur ces systèmes et continuer à mettre en œuvre, à perfectionner son processus d'analyse. Voilà, que ce soit son En gros, processus si tu fais du trading, tu as de grandes chances comment dire, d'avoir une performance mauvaise parce que c'est tellement court-termiste que ton analyse va être court-termiste, vu que bah, c'est un aller-retour que tu vas faire. Donc, tu es plus susceptible d'avoir, je pense, comment dire, une performance médiocre. Et si tu prends du temps, donc du temps, c'est le seul facteur que tu peux pas récupérer, et que tu as une watchlist, une checklist importante, qualitative, etc., et que tu es prêt à donner du temps, bah, t'en seras que remercié. Tu peux faire des erreurs, ça c'est de l'eau de tout investisseur et c'est de l'eau de toutes les personnes qui prennent des décisions ou même des risques. Forcément, investir, comme on l'a dit en disclaimer, ça comporte des risques. Donc tu peux acheter une société qui est de qualité, comme Evo, hein, si tu l'avais acheté il y a 5 ans, bah, tu avais planté le drapeau tout en haut. Et pourtant, si tu es une entreprise de qualité, euh, bah, techniquement, si tu prends du temps et que dans l'analyse de ton action, bah, tu es censé avoir un retour sur investissement euh, qui en va de même. Je pense que tout à fait. grosso modo, c'est ça. Et ce qui nous dit effectivement, c'est qu'il faut mettre en place un processus d'analyse, une checklist, une méthode d'analyse et surtout ne pas déroger à ces règles. Il nous dit par exemple que Dev Kantesaria a manqué Nvidia, comme je pense beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous. Personnellement, je ne suis pas rentré sur Nvidia, toi non plus. Mais il ne faut pas avoir de regrets, il faut continuer à perfectionner et mettre en œuvre son process d'analyse et surtout rester fidèle à sa méthode. Et il est plus important de rater une opportunité que de déroger à ses propres règles et de faire n'importe quoi et du coup de rentrer sur une position qui va nous faire perdre de l'argent à long terme. Mm. Je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord. Voilà. Ok. Voilà. Mais du coup, Bon, c'était le effectivement, petit récap, la petite application concrète du podcast sur Evolution AB, donc c'est toujours intéressant. Mais alors justement, en parlant d'évolution AB, moi j'hésite à renforcer en fait au mois de janvier. Tu sais que j'avais dit, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur le suivi d'évolution AB et je m'étais dit je vais attendre les résultats de T4. Euh, je sais pas. Je sais pas. En fait, j'ai envie de renforcer typiquement parce que
euh, bah, la fenêtre d'opportunité, effectivement, elle peut se refermer extrêmement rapidement. Aujourd'hui, elle est à des niveaux qui sont ridicules. Elle est à 800 couronnes suédoises, elle a un PE de 12, elle a un rendement en dividende de 4%, c'est monstrueux. Elle est tellement décotée, en fait, que c'est un investissement qui apparaît comme étant tellement évident et ayant un couple rendement-risque complètement Ouais. favorable, en fait, puisque même si tu l'achètes aujourd'hui, mettons le cours de bourse continue à stagner sur les 5 prochaines années, en fait, t'as un rendement qui est tellement ridicule que avec 4% de dividende aujourd'hui, si elle continue sa croissance du dividende, dans 5 ans, t'as un rendement sur coût de 8% par an. C'est monstrueux. Mm. C'est juste monstrueux. Donc en fait, c'est vrai que je me pose des questions sur Evolution. Est-ce que j'attends les résultats du prochain trimestre ou est-ce que j'envoie ma cartouche de janvier dessus Moi, étant personnellement, donné que... j'attendrai les résultats parce que, enfin, moi, après, personnellement, je me suis toujours dit, voilà, j'investis dans une société quand je la suis pendant un petit moment sur le prochain trimestre. J'ai fait une fois l'erreur enfin de déroger à ma règle d'investir le jour d'avant, c'était sur Amat, et ben le lendemain, elle perdait 10%, donc voilà, c'était 10% que j'aurais pu profiter. Après, moi, je pars du principe où tu l'as acheté quand même pas cher, tu vois. Après, Oui. tu pouvais rien si l'action a fait que de tomber, c'est un peu incompréhensible. Enfin, pas tant incompréhensible Non, que non, ça, parce que ta il vidéo y a des était raisons, hein. voilà, il y a des raisons. Mais non, moi je pars du principe où vu que tu l'as acheté quand même à des niveaux de valorisation assez intéressantes, qu'elle prenne, elle va pas prendre 25% ah, ça se trouve, je te dis ça, mais tu vois, je vais me porter l'œil. Mais tu vois, elle va pas prendre 25% en, en une journée. Donc je pense que j'attendrai de voir bah, déjà ce que va dire le board, tu vois, lors de l'analyse, enfin lors du Q4. Par rapport à toutes parce que j'ai vu dans ta vidéo notamment qu'il communiquait pas tellement le board, donc peut-être qu'il va attendre le Q4 pour bah, un peu dire comme quoi bah voilà, en Géorgie il y a des problèmes de grève, etc. Enfin, en tout cas, qu'il va un peu plus parler, un peu plus évoquer les problèmes de régulation, que ça soit en tant que grève ou en tant que bah, régulation en Amérique du Nord. Voilà, moi je pense que j'attendrai ça pour prendre ma décision, quitte à décaler ta cartouche à février, c'est pas trop grave. Tiens, tu te Ouais, renforces c'est dans un mat. possible, hein. C'est possible. Bah, dans tous les cas, je m'étais dit, ça sera soit Amat, soit Evo, parce que les deux en fait ont des price to free cash flow growth ratio inférieurs à 1. Et ça, tu vois, je trouve que ce PEG, l'équivalent du PEG, mais avec les free cash flow, mais que ce soit le PEG ou le price to free cash flow growth, c'est vraiment un ratio qui est pas assez Ça, c'est regardé, dans je trouve. l'application, le price C'est dans to... l'app, c'est dans la watchlist, effectivement. Pourquoi? Parce que personnellement, c'est ce qui m'a fait acheter Fortinet, tu vois. C'est ce qui m'a fait acheter Fortinet. Grosso modo, tu prends la croissance des free cash flow sur les 10 dernières années, la croissance Ah oui, médiane, parce que- et tu divises le price to free cash flow, du coup le ratio de valorisation, par la croissance des free cash flow sur les 10 dernières années. Donc grosso modo, si l'entreprise a un PE de 20, mais qu'elle a une croissance des free cash flow de 10% par an sur les 10 dernières années, tu vas avoir un price to free cash flow growth de 2, ce qui est élevé. Ça veut dire que tu payes 2 fois son potentiel de croissance. Par contre, si elle a un PE de 20 et qu'elle a une croissance des free cash flow de 20% par an sur les 10 dernières années, ou plus, tu vas avoir un ratio price to free cash flow growth de 1 ou inférieur. Et si c'est inférieur à 1, ça veut dire que l'entreprise a plus de potentiel de croissance que son niveau de valorisation actuel, grosso modo. Et personnellement, c'était comme ça que j'avais acheté Fortinet à l'époque où je l'avais acheté. Pour te dire, elle avait un price to free cash flow growth de 0,67, je crois, de mémoire. Aujourd'hui, il est remonté à 1,43. Euh, donc il a quasiment fait x2. Mais bref, tout ça pour dire que Evo, elle a un price to free cash flow growth ratio de 0,17, avec des free cash flow yield de 7,29%, ce qui est monstrueux. Et Applied Materials, c'est également extrêmement intéressant puisqu'elle a un price to free cash flow growth ratio de 0,77 avec des free cash flow yield de 5,41. Voilà. Ok, ouais. D'accord, je vois comment tu... Ok. Ça peut être pas Et mal. on a Mm, également mm, mm. Poolcorp d'ailleurs qui a des price to free cash flow growth inférieurs à 1. Mais Poolcorp, je ne pense
pas que c'est une entreprise qui va rentrer dans mon portefeuille à court terme, Je suis moins moyen fan terme. de PoolCorp. Tu vois, j'ai vu ton Ouais. analyse, bah même on en avait parlé lors Mm. d'un précédent podcast quand on pitchait chacun une action. Et c'est vrai que tu vois, PoolCorp, bah après, tu vois, c'est comme CPKC. CPKC, la fameuse entreprise que j'avais présentée canadienne sur les chemins de fer. Une entreprise super sympa à analyser. Tu vois, un peu faire comme Dev Cantessaria. Tu feuilletes un peu. Voilà, c'est un peu comme si tu analysais du SNCF, entre guillemets, enfin, entre grosses guillemets. Et, euh, et c'est intéressant parce que ça ouvre un nouveau business model, etc. Tu parles un peu de choses vraiment concrètes, contrairement à quand tu analyses une boîte de vraiment focus sur des services. Mais voilà, quantitativement parlant, c'est pas une entreprise qui forcément, elle ajouterait pas énormément de valeur à mon portefeuille. Et puis elle a quand même des risques assez importants niveau régulation, vu qu'elle est à cheval Ouais, entre trois pays. Voilà, c'est un peu, faut faire attention. tout à fait. Ok. Tout à fait. Et effectivement, voilà, les deux entreprises qui personnellement ressortent énormément dans ma watchlist en ce moment, c'est Evolution et Amat. Les deux sont déjà des grosses positions, mais je pense que ce sera une des deux parce que là, c'est des opportunités d'investissement qui sont juste trop évidentes. Hein. Après, ça sera peut-être une erreur, mais ça me paraît trop évident pour ne pas mettre dedans. Quoi. Ok, ouais, je Voilà. regardais United Health parce que je sais qu'elle retombe à des prix intéressants. Bah après, c'est pas une vidéo portefeuille, les amis, je vous rassure. Ok. Voilà, voilà. Bah, Ouais, prochain. n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du portefeuille de Dave Cantesaria. Est-ce que vous connaissiez cet investisseur ou pas? En tout cas, moi, c'est un investisseur que je vais continuer à suivre parce que je le trouve extrêmement intéressant et je trouve qu'il a une philosophie d'investissement qui est extrêmement proche de la mienne, en tout cas. Et Ouais. du coup, voilà, on arrive à la fin donc de cet épisode. On espère que le podcast vous a plu et surtout que vous avez appris quelque chose d'utile avec nous aujourd'hui. Alors avant de partir, un petit rappel, hein, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver en tapant le CAF rentable sur toutes les plateformes de podcast qui existent, ou encore YouTube, au moins comme ça vous avez la vidéo, et Instagram. En plus, on en a profité parce que la FAQ, on va la tourner quand je serai à Brive. Donc comme ça, on fera une vidéo un peu plus sympa, on sera à côté et tout. Bref, c'est cool. Donc si le podcast d'aujourd'hui vous a plu, alors n'oubliez pas de mettre une note 5 étoiles, ça nous aide beaucoup, un petit like et de nous partager votre avis. D'ailleurs, on remercie vraiment l'abonné qui a joué le jeu. Lui, il nous écoute vraiment en podcast et même il écoute, enfin il regarde vraiment beaucoup l'application. Mais il est quand même passé sur YouTube pour s'abonner et liker. Il a même commenté le dernier podcast que l'on a fait. Donc vraiment un big up à toi, comme on dit. Par la même occasion, n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes YouTube respectives, donc J'invest, IQ Invest et IQ Bitcoin pour ne rien manquer de nos prochains contenus, toujours très réguliers. Tout à fait. Et puis, vous pouvez aussi aller faire un tour sur le site www.iq-invest.fr. Vous pouvez tester l'application IQ Invest. Et sur ce, merci à tous de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous, donc, comme d'habitude, tous les lundis matins à 8h pour le podcast le plus régulier. Et voilà, donc merci à tous les amis, à très vite et d'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao! Ciao.